J'aime les dinosaures. Enfin, je sais pas si ça se voyait déjà un petit peu là, mais... Ces bestioles, en fait, au final, c'est depuis tout petit en fait que je les aime. Si je revois les albums photos, quand on allait visiter des parcs avec des dinosaures, les premiers bouquins de dinosaures, les nombreuses figurines, et puis même après aussi mon classeur rempli de dessins, franchement pas terrible, je me suis un petit peu amélioré entre temps, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours collé à la peau. Puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprécie en fait tout particulièrement. Surtout que de nos jours, tout ce qui concerne le paléo-art, c'est-à-dire l'art de reconstituer le passé préhistorique, a atteint en quelque sorte son pic. Il y a toujours plus d'artistes qui travaillent là-dessus, toujours plus de personnes qui créent du contenu, des vidéos, des sculptures, etc. Puis c'est marrant parce que ces bestioles, ça fait extrêmement longtemps qu'elles ont disparu et pourtant elles fascinent toujours. Évidemment, il y a beaucoup de contenus durant mon enfance, puis mon adolescence, puis maintenant, qui ont influencé la manière dont j'apprécie les dinosaures. Hein. On a le cinéma, on a les jeux vidéo, etc. Mais il y a bien un truc qui a particulièrement ancré ma passion, et c'est une série télévisée sur la Terre des dinosaures. Cette série, vous en avez forcément déjà entendu parler parce qu'elle passait souvent sur la télévision française. Je crois que c'était sur France 3 ou un truc comme ça. Et il y avait toujours des rediffusions au début des années 2000. Et puis c'est vrai que c'est une série qui avait pas mal marqué son temps, quoi. Elle était sortie en 1999 et elle avait complètement surfé sur la vague d'un film que j'ai même plus vraiment besoin de présenter, Jurassic Park en fait. Jurassic Park avait fait un bond technologique tellement haut que finalement d'autres personnes ont voulu un peu surfer sur la vague, et c'était le cas notamment sur la Terre des dinosaures. Mais eux, en fait, ils ont poussé la chose encore plus loin, puisque c'était le premier documentaire, le premier vrai média à traiter vraiment les dinosaures comme des animaux. Ils naissent, ils s'accouplent, ils se nourrissent, ils dorment, parfois même ils s'amusent. Vraiment, ils n'étaient plus considérés comme des monstres, c'était vraiment traité comme des vrais animaux, comme si moi je prenais ma caméra puis j'allais filmer, je sais pas, un renard dans la forêt ou quelque chose comme ça. Une chose aussi qui a permis, je pense, d'ancrer cette série un peu dans la légende et dans l'imaginaire collectif, c'est les effets spéciaux. Et c'est vrai que les effets spéciaux par ordinateur étaient particulièrement impressionnants, ils ont un petit peu vieilli bien sûr, mais c'est aussi les effets pratiques, on pourrait dire. Par exemple, prenons ce plan de cette mère tyrannosaure qui nourrit ses petits là dans la série. C'est très réaliste, on voit cette interaction avec ce bout de viande. Mais qu'est-ce qui le rend aussi réaliste? Tout simplement ces marionnettes qui ont été fabriquées pour interagir avec des véritables éléments du décor, pour un peu plus ancrer le documentaire dans le réel et renforcer cette sensation de réalisme. Et puis ces vraies marionnettes, ces vrais dinosaures, ils ont commencé en fait à vraiment me fasciner dès le moment où j'ai commencé moi-même à fabriquer mes propres bricolages, mes propres créations, où j'ai commencé à essayer de faire des animaux. Je me rappelle, une des premières que j'avais faites, c'était une espèce de tête de crocodile. Je n'ai jamais vraiment fini, mais il y avait toujours un peu cette envie de vouloir reproduire ces créatures. Et là où ça a vraiment commencé à m'intéresser, c'est quand en fait j'ai fabriqué Jean. Jean, c'était une marionnette de serpent que j'avais faite pour un projet de fête de Noël dans une église. Et en fait, c'est une marionnette de serpent qui était censée représenter le diable dans la Genèse, dans l'histoire du Jardin d'Éden, où en fait le diable prenait la forme d'un serpent pour aller tenter Ève et la pousser à manger du fruit défendu, et ensuite ce qui pousse l'humanité à devoir quitter le Jardin d'Éden. Et donc moi, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait cette histoire, en fait on devait reconstituer l'histoire de la chute dans le Jardin d'Éden. Et moi, peut-être par envie de me dépasser, je m'étais dit que tranquille, je vais fabriquer une marionnette de serpent pour représenter le diable dans le Jardin d'Éden. C'est trop bien. Marche bien. Pas beau Louis. C'était beaucoup trop compliqué, quoi. J'avais fait une structure en bâche avec une base en carton, avec ensuite une tête toute en carton, et avec j'ai mis des dents en plastique thermoformable, et ensuite la langue, c'était un petit mécanisme qu'on peut trouver sur ces petites araignées sauteuses, ces petits jouets merdiques qu'on peut acheter en foire, et qui faisaient le mécanisme de la langue. Et ensuite j'ai fait chaque écaille avec un pistolet à colle. Puis à la fin, je me rappelle, à la fin, je ne pouvais presque plus utiliser ma main tellement que j'avais dû presser, ça faisait tellement mal, c'était horrible. Et ensuite, j'avais peint tout ça. Finalement, ça avait fait plutôt sensation, c'était assez rigolo le résultat. Alors, clairement trop ambitieux pour ce que c'était, faut dire, c'était un petit spectacle de Noël, mais ça m'avait donné de la suite dans les idées.
je m'étais dit en fait pourquoi pas pousser le concept plus loin et puis finalement faire un format plus long avec cette marionnette, parce que c'est là où je me suis rendu compte que finalement je pouvais vraiment à peu près fabriquer n'importe quoi vu le niveau de détail et puis de semi-réalisme du serpent. Alors je m'étais dit que peut-être je pourrais faire un espèce de petit documentaire où il y aurait un petit rongeur préhistorique qui se serait fait attaquer par le serpent. Alors, en l'occurrence, le rongeur, ça aurait été mon cochon d'Inde Todd, où en fait je l'aurais installé dans un petit coin de verdure, il serait en train de grignoter une espèce de racine, une carotte. J'aurais fait croire qu'il avait une queue, une longue queue pour un peu faire un truc préhistorique. Bien sûr, j'aurais pas collé la queue, je pense que je l'aurais assis sur une fausse queue et puis voilà. Le serpent l'aurait alors guetté et ensuite il l'aurait attrapé et puis ensuite on serait passé sur une petite pluche que j'ai et puis qui ressemble à Todd. Finalement, ça s'est pas fait et puis en plus entre-temps, mon cher petit Todd, ma petite patate, mon mandarin, nous a quittés. Tu resteras dans nos cœurs. Même si j'avais un peu abandonné cette idée de base, j'avais pas non plus complètement tout laissé tomber et je me suis dit qu'en fait on pourrait peut-être étendre l'histoire. Et plus je réfléchissais, plus en fait j'ajoutais des animaux. Au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être je pourrais rajouter un théropode. Un théropode, c'est le dinosaure de la famille du T-Rex et qui en fait attaquerait ce serpent alors qu'il tente lui-même d'attraper une autre proie. Et en fait, ça s'est vraiment développé de plus en plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi en fait je pourrais pas faire tout court un petit documentaire qui reproduit ce qu'avait fait sur la Terre des dinosaures, c'est-à-dire qu'on filme des animaux dans la nature, des animaux préhistoriques, et on met des informations, une musique, etc. On crée vraiment un vrai documentaire. Et c'est comme ça qu'en fait, tout le projet de la mégafaune est parti. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était effectivement un truc un peu what the fuck. C'était pas vraiment quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Il y a une dimension que Louis qui vient me parler d'un documentaire avec des dinosaures en carton, c'est pas quelque chose d'hyper surprenant quand on connaît un peu le personnage, dinosaure et tout, quelque chose qui se passe relativement souvent. C'était une idée qui paraissait sympa et qui collait bien au personnage. L'idée m'a paru un petit peu saugrenue et en même temps je me suis dit pourquoi pas, ça peut être marrant d'essayer de montrer les dinosaures un petit peu autrement et avec les moyens du bord, et j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Moi, ce qui m'a beaucoup plu à l'époque aussi, c'était un peu l'ampleur du projet. Je me suis dit, il se lance enfin dans quelque chose de plus gros, de plus fat, que ce soit au niveau du tournage, de la production, du montage. Et du coup, je me suis dit, ça a vraiment un bon potentiel, ça peut vraiment devenir quelque chose de chouette. J'ai commencé à faire mes petites recherches pour voir quelle autre espèce je pourrais éventuellement rajouter dans le documentaire, mais j'ai vite rencontré un gros problème, et pas des moindres. C'est qu'en fait, si on prend par exemple le Titanoboa, donc le serpent géant que je voulais mettre dans l'histoire, et le Daspletosaure, donc le gros dinosaure carnivore, le Titanoboa, d'après les scientifiques, il aurait vécu il y a 60 millions d'années, et le Daspletosaure, lui, aurait vécu il y a 70 millions d'années. Donc déjà, il y a un bond de 10 millions, ce qui est compliqué, mais entre il y a 65 millions d'années, il y a eu l'extinction de masse des dinosaures. Finalement, je me suis rendu compte de faire quelque chose qui était vraiment 100% fidèle au niveau scientifique, ça limitait tout le potentiel créatif. Finalement, on pouvait prendre que telle ou telle espèce de dinosaure et on était vite limité. Finalement, on avait tout ce qu'on voyait déjà dans les documentaires. Et ça m'énervait un petit peu. C'est là que je me suis souvenu du coup de la Genèse. Là, j'en parlais avant par rapport au serpent qui a tenté Ève. Si on prend le livre de la Genèse dans la Bible, c'était une époque où, si on prend la logique biblique, toutes les espèces animales vivaient en même temps. Que ce soit dinosaures, animaux, etc. Bien sûr, c'est pas précisé, mais on peut très bien se l'imaginer. Et surtout, l'homme vivait en même temps. Il n'y avait pas toutes ces histoires de millions d'années qui se séparent. Et du coup, je me suis dit, si on prenait la véracité scientifique et qu'on prenait le côté biblique, c'est-à-dire avec toutes des espèces qui vivaient en même temps, et qu'on combinait tout ça ensemble en créant un univers propre à moi, en fait, un univers où en fait, la seule limite, c'est la créativité, où au final, créationnisme et évolutionnisme ne font plus qu'un, ne forment plus qu'une seule masse. C'était la base, et après j'ai commencé à chercher une idée pour le nom. Je me suis un peu inspiré sur la Terre des dinosaures, alors je me suis dit, est-ce qu'on pourrait appeler ça la planète des monstres ? Non, c'était pourri en fait, non pas du tout. Et c'est là après en fait j'ai réfléchi à la mégafaune, parce qu'en fait la mégafaune c'est un peu le terme qui désigne une catégorie de grandes espèces. Actuellement on a toujours la mégafaune, on a les éléphants, etc. Et en période préhistorique il y avait aussi une certaine mégafaune, et je me suis dit ça sonne bien ça, au temps de la mégafaune, voilà, ce serait ça le nom du projet.
Étonnamment, avant même d'écrire un script ou quelque chose comme ça, la première chose que j'ai fait, c'est en fait fabriquer les animaux, parce que ça me semblait être le point le plus important, parce que si les animaux ne fonctionnaient pas, n'étaient pas crédibles, il n'y aurait pas de script, il n'y aurait rien en fait. C'était la base du projet. Donc pour le personnage principal, le Titanoboa, que j'ai surnommé Jean parce que justement, comme son rôle de base c'était de jouer le diable dans la Genèse, en anglais la Genèse c'est Genesis, et Jean, ça allait bien comme ça, Jean, G-E-N-E, si jamais, pas Jean comme Jean, voilà, on se comprend, hein. Jean, de base, il était complètement prêt, j'ai juste dû un peu réajuster les yeux et puis j'ai refait la peinture du corps. Mais sinon, c'est tout la même chose. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai fabriqué une partie de corps supplémentaire, donc un tronçon de son corps supplémentaire qu'on pouvait déjà rajouter à l'autre pour donner l'impression que le serpent était plus grand qu'il ne l'était. Ce qui disait qu'on avait un serpent d'environ 1,50 m, quelque chose comme ça. Et à l'autre bout du serpent, on avait en fait un moignon, la partie où en fait le serpent, sa chair s'était fait déchirer, où ça s'était arraché, avec même le détail de la colonne vertébrale à l'intérieur, qui d'ailleurs cachait une petite surprise, des pailles qui sortaient, et en fait par ce petit trou là, on pouvait faire couler du sang et puis donner l'impression que ça avait sectionné une artère. Le fun. C'est génial. Et j'ai également aussi créé un bout de queue pour pouvoir faire les plans où le serpent quitte sa mue. Une mue d'ailleurs pour laquelle j'ai utilisé tout simplement du papier bulle. Ça marchait assez bien. Pour le Dasplétosaure, l'antagoniste du documentaire, si on pourrait dire, que j'ai surnommé Mathilda en référence à la série Préhistorique Park où il y avait une femelle T-Rex qui portait ce nom-là, Mathilda. C'était beaucoup plus compliqué parce qu'en fait j'ai presque dû partir de zéro, à la différence près que j'avais déjà une base en carton que j'ai réutilisée pour d'un autre projet. Et en fait, j'ai dû tout la préparer pour qu'on puisse articuler la mâchoire comme ceci, des paupières qui pouvaient bouger, qui pouvaient être commandées pour pouvoir un petit peu donner de la vie au niveau des yeux, avec même la langue qui pouvait bouger, et puis aussi chaque dent que j'ai fait à la main, avec de la pâte à sel. Et après, bien sûr, ce qui était aussi très compliqué, relier la tête avec le cou, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'on le pense, surtout avec les matériaux que j'avais. Et d'ailleurs, en parlant de matériaux, j'ai eu une très mauvaise surprise avec Jean et Mathilda, c'est qu'en fait, la bâche, le matériel que j'utilisais pour imiter la peau, en fait, c'était un vrai matériel de merde, si j'ose dire, parce qu'en fait, la peinture en spray dessus, elle tenait pas, elle tombait. Du coup, j'en avais l'impression que mes pauvres animaux, on a l'impression qu'ils étaient trop longtemps au soleil puis qu'ils étaient en train de peler, quoi. Ça allait pas du tout, ils perdaient de la peinture. À un point qu'en fait, j'ai commencé, quand j'ai fait le scénario, j'ai en fait tiré parti de ce problème. Typiquement, la peinture qui partait du cou du Dasplétosaure, dans le script, je disais qu'en fait, c'était des cicatrices de combat. Une excuse un peu facile, mais ça marchait quand même. Puis je trouvais ça drôle. La marionnette qui m'a donné étrangement le moins de soucis, c'était le Cynoconodon que j'ai surnommé Gustave, en hommage à une des petites souris qu'il y avait dans Cendrillon, Gus, et du coup je l'ai nommé Gustave. Lui, je suis parti d'une base assez simple, c'était une petite peluche d'ours dont j'ai retiré la tête, j'ai retiré les pattes, et après j'ai rajouté une structure en carton dedans, et puis avec des nouvelles pattes sculptées également, avec aussi une tête sculptée. L'articulation de la mâchoire était assurée par une pince à linge, comme ceci, c'était assez drôle, et puis on pouvait lui retirer l'arrière-train, en quelque sorte, il y avait un clapet derrière, et en fait on pouvait mettre la main dedans, et on pouvait bouger la tête, et puis articuler la mâchoire. Donc ça marchait assez bien, et ensuite j'ai fabriqué une non-queue avec au bout des poils, je crois que c'était de l'écrin de cheval, ça donnait une touche de réalisme en plus, et je lui ai même rajouté des petites moustaches, puis des petits yeux brillants. Et du coup, pour la faire bouger, ce qu'on utilisait, c'était des fils transparents pour faire bondir. Alors oui, les fils, on les voit dans certains plans, mais finalement je me disais que ça dérangeait pas tant que ça, parce que déjà ils étaient pas si voyants que ça, et en plus, tout le monde sait que c'est pas des vrais animaux, du coup on ne sera pas étonné de voir des fils. Vraiment très cool à manipuler. Déjà j'étais debout pour le manipuler avec 2 ficelles transparentes. Et puis on pouvait vraiment faire des choses assez fun avec. Il y a encore un petit détail par rapport à Gustave que je pense très peu de personnes ont vu, mais c'est en fait des battements de cœur que Gustave avait quand il était caché dans son terrier. Et ça en fait, on l'a obtenu en prenant la langue du serpent, donc le système à pompe, et en la mettant sous la peau de Gustave et en pressant, on obtenait des battements de cœur. Vraiment un petit détail qui se voit pas beaucoup, mais qui amène du vivant puis encore plus une touche de réalisme.
Moi, c'est personnellement mon animal préféré du film parce qu'en fait, sur le terrain, on aurait vraiment cru un vrai animal, quoi. Et surtout, c'est un des rares animaux qu'on pouvait montrer en entier parce que le problème, c'est que par exemple, comment montrer un serpent géant comme le titanoboa, c'est pratiquement impossible. Et puis pareil pour le dasplétosaure. D'ailleurs, pour lui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué plusieurs parties du corps. On avait une patte, on avait un bras, on avait une queue. Et tous ensemble donnent l'impression que l'animal est en entier, mais on voit que des petites parties. Et en fait, c'est un peu au spectateur d'imaginer le reste. Et finalement, ça marche aussi assez bien. C'est clair que ce serait plus cool de voir l'animal en entier, mais ce serait très compliqué. J'ai aussi fabriqué cette petite scolopendre, enfin plutôt grosse scolopendre, cette scolopendre préhistorique, que j'ai fabriquée un peu après coup, en fait, quand j'ai réfléchi à comment je pouvais peupler la forêt, parce que l'idée, c'était de présenter un monde fabriqué presque de A à Z, donc il fallait aussi faire des animaux pour un peu peupler ce monde-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste une corde, j'ai collé différentes pièces en mousse dessus, et après j'ai collé plein de petites pattes en pâte à sel, et puis j'ai peint le tout. Et c'est aussi un de mes animaux que je préfère, parce que finalement, c'est une idée qui est venue après coup, et finalement le rendu était vraiment sympa. J'ai aussi sculpté également encore la petite tête d'Anolis, là, le petit lézard qui regarde, où finalement on a juste une tête, mais elle apparaît juste derrière le tronc, juste pour un plan, mais finalement c'est aussi pour amener ce côté vivant, en fait, où on se dit c'est pas juste une forêt qui a été filmée dans le Jura bernois, mais c'est vraiment une vraie forêt préhistorique, quoi. Le seul animal que j'ai pas fabriqué, c'était en fait cette figurine d'araignée-loup que je trouvais vraiment très réaliste, et qu'en fait on a placé dans un tronc d'arbre et on a attaché un fil transparent, et après on tirait dessus et l'effet était parfait. En plus il y avait de la toile d'araignée devant, c'était très bien. Et un autre animal que j'ai pas fabriqué non plus, c'est le grillon que grignote Gustave. C'était amusant de voir qu'il y avait toutes sortes d'animaux. Ça fait voir un petit peu les forêts de cette époque-là de manière différente, en se disant que de toute façon, il y a toutes sortes d'animaux de toutes les tailles aussi. En parlant de monde préhistorique, où il allait être ce monde préhistorique? Parce que ce que je savais de base, c'est que ça allait être la forêt, que le thème du documentaire allait être la forêt, parce que entre nous en Suisse, c'est un peu que ce qu'on a en dehors des montagnes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ce qu'il y avait dans ma région, et il y avait cette petite forêt qui se trouvait à 2-3 km de chez moi, là, dans le village de Crémine, où en fait, c'était sur une petite colline qui était séparée de la forêt principale par une route en gravier. Et cette forêt, je suis allé l'explorer quelques fois, puis elle dégageait quelque chose de spécial, quoi. Il y avait des petits arbres, il y avait des fougères à même le sol, qui sont des plantes typiques de la préhistoire. Il y avait beaucoup d'arbres morts. Et surtout, il y avait très peu de traces de présence humaine, si ce n'était quelques traces, des X faits par des bûcherons sur des troncs d'arbres, mais sinon, c'était nickel. Donc, on avait les animaux, on avait le lieu de tournage, on n'avait pas encore de script. Donc, on avait une idée de base, qu'est-ce que je voulais raconter, etc. Il n'y avait rien qui était encore écrit. Mais avant d'écrire, il y avait une question qui se posait, qui était vraiment très importante pour moi, c'était qui c'est qu'allait être le narrateur? Parce que c'est pas un point anodin, parce que quand on prend sur la Terre des dinosaures, ce qui fait vraiment la force de ce documentaire, finalement, c'est la voix d'André Dussolier dans la version française. Ce sont les plus grands animaux terrestres qui aient jamais existé. C'est vraiment une voix qui m'a emporté, puis qui m'a pas mal bercé quand j'étais plus jeune. Du coup, je voulais vraiment atteindre ce niveau-là. Puis au début, j'essayais de le faire moi-même en faisant une voix un petit peu comme ça. Le dinosaure, il est mort avec sa proie. Ouais, ça marchait pas du tout, quoi. L'hasard a fait que quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, en fait, j'ai commencé à travailler pour une télévision régionale. Et là-bas, il y avait ce présentateur francophone qui avait une voix qui emportait, en fait, qui invitait à découvrir les reportages, etc. Et ce présentateur, c'était Thomas Losley. Cette fermeture va également impacter d'autres commerces similaires dans la région. Louis Beugly s'est penché pour nous sur le chaudron magique pour chercher à sentir ce qui ne tournait plus rond dans le monde de Poudlard. Il était juste parfait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai contacté, j'étais un petit peu gêné parce que finalement, je lui proposais de faire un documentaire sur les dinosaures que je filmais moi-même, quoi. C'était un peu ridicule. Louis Beugly m'a convaincu parce qu'il m'a dit « Ouais, t'as une voix à la Dussolier, c'est très gentil. » J'ai fait au mieux, mais c'est vrai qu'en voyant le résultat, ça ressemble à une voix de documentaire. J'ai déjà travaillé avec des voix off que j'avais posées sur une série animalière pendant plusieurs années. J'adore mettre ma voix sur des images. Les dents tranchantes comme des couteaux lacèrent la chair du titanoboa qui tente tant bien que mal de se libérer de l'étreinte mortelle. L'issue de l'affrontement semble jouée. Thomas, il a cette voix
je sais pas, elle est incroyable, je veux dire. D'un côté, il a une voix qui peut être puissante, mais d'un côté qui est accueillante, qui nous emmène, qui nous emporte. Quand j'ai su que Leslie sera la voix off, moi j'étais à fond. Parce qu'il a une voix incroyable et que j'adore écouter sa voix. Du coup, il ne restait plus qu'à écrire le scénario. Et étonnamment, c'était pas aussi simple que ça parce que c'était pas la partie qui m'intéressait le plus. Parce que moi, ce que je voulais vraiment faire avec ce projet, c'était plus en fait proposer un concept plutôt que de produire une vraie œuvre scientifique où on apprenait des choses. Bien sûr, l'idée c'était que les gens apprennent des choses, mais c'était pas le but premier. Du coup, devoir faire un script où en fait on avait des informations scientifiques, ça me passionnait pas des masses, mais je me suis quand même plié à l'exercice et du coup j'ai fait quelques recherches, etc. sur les animaux. Et puis pour certains points, j'ai dû faire ce qu'on appelle de la spéculation, c'est-à-dire que j'ai dû imaginer des comportements animaliers. Et d'ailleurs ça a amené à certaines infos assez drôles, on en a pas mal rigolé avec Thomas où en fait on a la scolopendre et la scolopendre elle est territoriale. Elles sont très territoriales. J'ai aucune idée si les scolopendres c'est territorial ou pas, j'en sais rien. C'était préhistorique quoi. Du coup, on n'a pas de preuves. Peut-être qu'elle est. Vous pouvez aller voir dans le passé. Enfin, vous pourrez pas. Du coup, vous n'avez pas de preuves contre moi. Avant d'aller tourner le documentaire en lui-même, j'avais encore envie de faire quelque chose. C'était en fait d'imiter vraiment le processus de fabrication d'un film. C'est-à-dire qu'en fait, on le documente, on filme certains éléments de préparation, mais aussi on prépare déjà du contenu promotionnel à l'avance, c'est-à-dire on fait des affiches teaser, j'en ai fait quelques-unes, certaines pas terribles, il y en a une qui a accroché là, vraiment pas folle, faite sur Word. Également aussi un teaser pour annoncer le projet, donc une bande-annonce qui présente le concept et puis qui vend un peu le truc aux spectateurs. Et ce teaser, j'ai décidé de le tourner en novembre, quelques mois avant le tournage de la mégafaune. C'est aussi la période où j'ai rencontré Evan qui m'a pas mal aidé sur pas mal de vidéos et puis là lui il était tout motivé de m'aider pour ce projet de mégafaune et pour ce teaser. C'est ma mine. Tu vas rentrer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans cette carrière qui est dans mon village. On est allé, puis là en fait il devait jouer ce paléontologue qui est en train de fouiller, de chercher. J'avais pris en fait dans ma cave une sorte en fait de, comment dire, en fait un ustensile en fait pour gratter la terre, je sais plus exactement le nom. Je m'étais également muni d'un gilet en fait pour vraiment en fait faire ce rôle en fait de chercheur d'explorateur. Il trouve ce fossile énigmatique que j'ai fabriqué moi-même, cette espèce de crâne de tyrannosaure avec un bout de lance dedans, une lance humaine. Et en fait, ça devait montrer que ce scientifique, quand il trouve ce fossile, il se dit « Oh, c'est quoi ce délire ?» En fait, il y avait des hommes autant des dinosaures, c'est quoi ce délire et tout. C'était un peu l'idée du teaser, mais bon, déjà de 1, c'était tout pourrave. C'était pas super bien filmé parce que c'était l'époque où j'apprenais encore à utiliser ma caméra, du coup ça marchait pas trop. Le jeu d'acteur d'Evan n'était pas non plus au top. En fait, c'est pas évident pour moi d'exprimer mes émotions. Il y a certaines scènes qu'on a dû faire 6, 7, 8 fois. Je remercie Louis d'ailleurs pour sa patience. Action. Oh putain. Surtout, le plus gros problème, c'est que la bande-annonce, quand elle est sortie, je crois que c'était quand la pandémie venait de commencer, donc mars-avril 2020, je crois, quand on l'a sortie et puis que je la montrais à des gens, en fait, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas où je voulais en venir. Du coup, la bande-annonce n'avait pas servi à grand-chose, mais bon, c'était rigolo. En plus, il y avait des graphismes qui étaient assez bien faits, où Evan avait assez bien géré.